Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, pour vous la présenter, Georges Allen au micro. Ce matin, nous recevons deux groupes d'invités. Dans un premier temps, nous allons parler de la clôture du concours d'application FinTech, concours lancé par la Fondation Sogebank, l'ATIC et d'autres partenaires. Et pour en parler, nous avons avec nous en studio Madame Nadège Jacques, qui est directrice des activités sociales à la Fondation Sogebank. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Michael Verche, qui est président de l'ATIC. L'ATIC, qui est l'Association haïtienne pour le développement des technologies d'information et de communication. Bonjour. Bonjour Georges. Ce matin, on est là pour parler, je le disais tout à l'heure, de la clôture du concours de création d'applications FinTech. C'est l'initiative, passez-moi le pléonasme, de l'initiative Stéphane Bruno. Stéphane Bruno, on se le rappelle, ce jeune haïtien qui a été assassiné le 15 juin 2016 à Puy-Belin, paix à son âme, un mot spécial pour lui aujourd'hui. Initiative Stéphane Bruno, un concours de création d'applications. Pourquoi aujourd'hui l'opportunité, la raison d'une telle initiative? Madame Jacques, je me tourne vers vous. Oui, bonjour. Nous remercions Radio Métropole de nous recevoir ce matin. C'est un plaisir pour l'ATIC et pour la Fondation Sogebank d'être ici pour parler justement de l'initiative Stéphane Bruno. L'initiative Stéphane Bruno, c'est un mouvement que nous avons lancé justement l'année dernière après la disparition brutale de Stéphane Bruno. La Fondation Sogebank, qui fait partie du groupe Sogebank et qui est le symbole de l'engagement social du groupe Sogebank, a voulu honorer la mémoire de Stéphane Bruno. Stéphane Bruno, qui était un de nos cadres, un des hauts cadres de la Sogebank, est parti brutalement et il avait déjà commencé un travail auprès de notre jeunesse. Il s'était déjà engagé. Et nous, justement, de par notre mission d'engagement social auprès surtout de nos jeunes, nous avons pensé que c'était un devoir pour nous de lancer cette initiative. Et c'est ainsi que M. Verche et l'ATIC, l'Association pour le développement des technologies de l'information et de la communication, justement, on a lancé ensemble le mouvement et il va vous parler justement un peu plus de Stéphane, qui était un membre aussi de l'ATIC. Voilà, que dire de Stéphane Bruno? Qui était-il? Quels ont été ses apports à la technologie, à l'évolution des technologies de communication et d'information en Haïti? Bon, d'abord, Georges, je voudrais remercier et Métropole pour l'invitation aujourd'hui. Et je salue aussi les auditeurs, auditrices de la radio. Et comme a dit Nadège, et Stéphane est parti trop tôt, mais c'est quelqu'un qui s'est très tôt engagé dans l'informatique, dans les TIC. C'est quelqu'un qui n'a pas formellement étudié l'informatique. C'est un économiste de formation, mais il a vite senti les portées, la possibilité des technologies. C'est un autodidacte. Et il a compris aussi ce que ça pouvait apporter à l'économie, au développement du pays. C'est quelqu'un qui a beaucoup milité, s'est engagé pour que l'informatique, alors la technologie, soit accessible pour tous, pour réduire le fossé numérique. Il a beaucoup milité dans les caravanes infotels. Et il était par exemple l'un des pionniers aussi pour le lancement des concours de création de sites web. Et on connaît le projet AlphaNet, etc. Et il a milité aussi pour la création du domaine .ht en Haïti, le point d'échange. Donc c'est quelqu'un qui a réalisé beaucoup de choses en très peu de temps. C'est quelqu'un qui travaille justement alors qu'il ne faisait pas beaucoup de bruit. C'est son travail qui créait... Qui parlait de lui. Qui parlait de lui, etc. C'est quelqu'un qui a été un très grand ambassadeur de TIC à l'étranger. Donc tout le monde connaissait Stéphane. C'est quelqu'un aussi qui avait l'opportunité de voyager, mais qui a choisi de rester dans son pays et de continuer à développer et alors à participer au développement de son pays. L'initiative Stéphane Bruno, Madame Jacques vient de nous dire un mot sur ce concept, mais essayons de creuser beaucoup plus en profondeur. C'est quoi en fait, quel est le but visé avec cette initiative? En fait, au départ, comme a dit Nadège, on s'est mis ensemble. Alors,
pour diverses raisons. Stéphane était un des membres fondateurs de notre association, l'ATIC, Association haïtienne pour le développement des technologies de l'information et de la communication. C'était aussi le premier directeur exécutif. Et à sa disparition, il était le vice-président de l'association aussi. Et on s'est mis ensemble pour voir comment on pouvait honorer la mémoire de Stéphane. Et plusieurs idées ont été lancées. Mais ce qui nous a surtout marqué, c'est que le pays manque de modèles. Et ce qu'on a vraiment perdu, c'est un modèle. Et on voulait faire quelque chose qui pourrait encourager la création, l'émergence d'autres Stéphane, d'autres modèles. Et on s'est appuyé... Notamment en matière informatique. En matière informatique, Voilà. mais également, je dirais, sur les valeurs de Stéphane. Et ce que Stéphane croyait, c'était justement dans la création d'un écosystème fort. Il croyait aussi à l'éducation. Okay. Il croyait également à l'entrepreneuriat et il croyait à la technologie. Donc, je dirais plutôt la technologie comme une source de création d'entreprises, etc. Donc, l'initiative, dans une très large mesure, va probablement réaliser des activités autour de ces sous-thèmes, soit entrepreneuriat, soit éducation, soit technologie, soit renforcement de l'écosystème IT autour de ces points-là. Et c'est dans ce cadre-là, donc on a une mission très large, on ne se limite pas dans le cadre de nos activités. Cependant, on commence par une première activité qui est un concours d'application et qui s'appelle Innovatique. Le thème de cette année, c'est la FinTech, c'est la finance appliquée à la technologie. Le pourquoi? Parce que Stéphane était l'une des personnes qui s'est beaucoup engagé pour ce qu'on appelle mobile banking en Haïti, donc la banque sur téléphone portable. Et il était un consultant dans un premier temps. Okay, donc, il a beaucoup travaillé à ce que justement les applications qu'on voit aujourd'hui, okay, c'est à travers son travail que justement c'est réalisé. Et c'est pourquoi le premier thème cette année aussi, c'est la FinTech avec Innovatique. Et bon, tourner encore vers Madame Nadège Jacques. Pour nous essayer, ouais, Innovatique là en tant que tel, on va songer de mémoire que Métropole t'est véritablement fait écho de concours ça, en nous font-ils retourner, parce que samedi 24, c'est finale là, c'est ça? C'est ça, clôture là. Mais avant, tu as gagné tout ton cheminement. En nous essayer, ouais, qui j'en ça t'est passé? D'accord. Est-ce que jeune, l'homme dit jeune, entre guillemets, est-ce que public nous t'est attendant de répondre à concours là, qui j'en ça t'est? D'accord. Nous avons lancé Innovatique en novembre 2016. Et nous t'es passé dans un paquet d'universités, dans un paquet d'écoles, côté parce que j'en dis le public cible nous, c'était surtout les jeunes, les entrepreneurs. Enfin, je dis que le concours là était ouvert à tout le monde. Mais cible là, c'était vraiment jeune parce que Jean-Michel t'a dit, Stéphane est ton modèle, nous t'avons cherché comment nous permettre d'autres Stéphane de surgir pour jeunes pas penser que pour réussir, ils obligé à l'autre bord. Ils ont réussi la caillou, il y a des bagages qui ont fait. Donc là, nous avons lancé ce concours là. Nous avons eu une réponse extraordinaire parce que nous avons eu 180 inscrits et nous avons eu 58 projets. Donc nous avons dû faire 2 sélections. Nous avons fait une première sélection dans un premier temps parce que nous avons demandé de voyer des bagages en cours, cahiers de charge. Donc nous avons un petit genre très technique parce que nous avons une équipe technique tout, nous avons des critères de sélection. Ensuite, nous avons réduit à 19 équipes que nous avons rencontrées. Et 19 équipes, ça, c'est de lits que il y a 8 équipes qui sortent et c'est 8 équipes ça, qui sont dans la finale là. Donc, 8 équipes, ça, les formées en tout de 24 jeunes, et m'daka dit pour peut-être en faire une façon de parler de moins jeunes, parce qu'il y a des jeunes entrepreneurs là dans YouTube. Donc, c'est eux-mêmes qui préparent des applications. Et Michael parle un petit peu plus de l'application. Mais ça, nous avons cherché la caillou, c'est l'innovation. Et puis, on réponse à des problèmes qui sont des problèmes tout le monde. Parce que finalement, fort là, et parfois, alors, événement, m'daka dit samedi, c'est un événement qui a bon allure de fort parce que toute équipe, ça, yo, à plat, à partir de 2 heures, il y a plat, chaque a bien stand, application que yo fait à plat, public là qui a venu, public là qui a posé question, public là qui a voté pour yo tout parce que nous avons une monnaie, nous les monnaies FinTech, qui permet public là d'investir dans un projet que lui-même il senti qui bon et a bien le prix du public. Donc, ça qui passait, c'est que nous pendant tout le déroulement concours de novembre à Konya, nous t'es encadré et nous t'es un partenaire non Papyrus Combit qui t'est venu joindre nous entre-temps et qui te permet que nous t'ai fait même une semaine d'atelier de formation en entrepreneuriat pour
équipe ça qui va le finir là, 8 équipes ça, les finalistes. Donc, ils ont passé une semaine à Leuzy. Côté, nous avons un expert qui était sorti en Europe, qui était formé, il était vraiment, il était aidé à améliorer le projet que vous le présenter. Donc, en gros, c'était ça, déroulement et concours là, qui permettent que demain, nous avons un final là dans Montana à partir de 2h. Côté équipe, il y a là d'abord pour être capable de répondre à toutes questions publiques là et monter. Et à partir de 4h, par un grand jury, côté il va faire pitch projet là. Chaque équipe prend le temps pour présenter le projet là-bas jury et jury après va choisir 3 lauréats parmi les 8 équipes qui ont participé demain dans le final grand concours innovatif. Et à bien y regarder, les prix à gagner sont vraiment alléchants. On a vu tout ça à la fin de l'émission, mais on a essayé avec Michael, création d'applications FinTech, tu as alors parlé de alliage de finances et technologies. Quelle est la nécessité? Pour qui ça? Bon, et il faut me dire qu'avant, un mois avant Stéphane de disparaître, avant, et il était participé avec moi dans une journée technologique que l'Église adventiste a réalisée. Et ça, Stéphane t'a présenté justement, c'était qui gens que vous avez utilisé, vous créé des solutions sur téléphone, pour tout nos business. Bah, ça. Et ça, t'a dit, jeune, une des meilleures façons que qu'on y a là, on dit soit créer une application, bah, ça, c'est résoudre les problèmes qui d'abord dans le pays, dans l'entourage, etc. Identifier des problèmes que personne pas comme si que personne pas pensé à eux, et garder qui gens ont servi avec technologie pour qu'on résoudre le problème ça. Et ça, ces recommandations, ça, je dis, jeunes, pas laisser refaire ça pour qu'a fait dans l'autre pays, forcément pour le copier, bah, ça, regarde qui ça a fait là, qui problème qui gagne, qui ont résoudre. FinTech, c'est que tout business appuyé de toutes les façons sur et finance, bah, ça, sous besoin de faire commerce électronique, ça c'est FinTech. Regarder des bails pour Amazon, leur vendre sur Internet, tout ça c'est FinTech. Donc, dès pour gagner échange financier qu'a fait, circuler, etc., tout ça c'est FinTech. Et au pas qu'à un business, son pas un FinTech. Donc, quel que soit le prochain bail qui va venir, ça, obligé de une base FinTech. Non seulement, et une base là déjà par rapport à bail qui fait déjà, et c'est base ça tout qui permettre que l'autre application, l'autre bail qui fait, c'est pour lui nous commencer par ça. Mais là, ouais, FinTech sont bail très large, c'est ouais, vente électronique, ouais, banque qui fait sur téléphone, ou qui vendre sur téléphone, ou qui demander prêter sur téléphone, tout bagage ça. Donc depuis là, la circulation de l'argent, c'est FinTech là-dedans. C'est pour ça que nous choisissons FinTech pour aller ça. Mais est-ce, ou dans la cuisine, certainement, ou pas seulement simple organisateur, où est le travail des jeunes Haïtiens arrivés fait dans le domaine ça, est-ce que tu es surpris par le travail? Ben non, idée. Tout à fait. Qui sont ouais, et ont idée plutôt technique de la question. Bon, il faut dire que dans le cadre de déroulement que tu as fait dans l'année, ça, nous commençons pratiquement, j'en ai déjà depuis novembre, il y a un pile d'étapes qui franchit. Ça, son concours, côté, ce n'est pas forcément on vient créer une application, mais il faut venir avec un modèle d'affaires, il faut venir avec un business. Et c'est peut-être ça va passer plusieurs étapes. Première étape, là, il est obligé de une idée. Mais avant de faire l'idée, nous rencontrer un certain nombre de professionnels dans le domaine finance, banque et assurance, etc. Nous rencontrons des hommes d'affaires, etc. Nous disons, parlez-nous de besoins marchés, de qui problème qui gagne dans le marché pour nous protéger, nous dire, OK, dans qui thème. Et c'est de là nous avons 3 sous-thèmes. Et un thème, le problème d'identifier, c'était accès à capitaux, parce que là, on a besoin de faire un business, etc. Il y a une difficulté pour les joindre investisseurs, pour les joindre gens qui ont le corps pour réaliser le business. Et deuxième problème, c'était inclusion financière. Donc, nous connaissons que dans la société, pas nous, il y a pile de monde qui n'est pas forcément bancarisé, ou pas forcément dans le système économique, là, il y en a informel. Donc, qui nous a servi avec technologie pour que nous ayons un maximum de monde qui a participé activement et de façon formelle dans l'économie. Troisième problème que nous avons identifié, c'était accès à l'information, banque de données. Parce que des fois, pour qu'on formalise, pour qu'on formel, il faut qu'on compte qui nous est, et au même temps, pour qu'on prenne une série de décisions économiques, il faut avoir accès à une série d'informations. Donc, qui ça qui a servi pour faire. Donc, c'est 3 sous-thèmes ça. Après ça, nous demandons et Mounio, alors participants, pour soumettre des idées. Après idée, nous choisissons meilleure idée en fonction de sous-thème ça. Ensuite, nous soumettre des prototypes. Donc là, c'était partie technique. C'est surtout partie informatique. Là, côté, il faut une application qui a marché.
Et puis, troisième étape, là, qu'on y a, yo vinn gagner en formation en entrepreneuriat, qui est basé sur le même modèle qu'a servi dans Silicon Valley. Nous connaissons qui c'est la crème, c'est là côté les Facebook, les applications LinkedIn, des bails comme ça, viennent créer. Côté que justement, je n'ai même outils ça que vous faire face à la compétition internationale. Donc, même but, c'est créer des business. OK? Et il faut me dire que pour répondre spécifiquement à la question là, par rapport à tout déroulement, ça nous était très agréablement surpris par la qualité et projet. Et dans la sélection auto, nous venons avec 8 participants. Mais c'est surtout 8 participants qui parient par rapport à délai que nous débattons. Donc non seulement délai par rapport à que le prototype apparaît, parce que nous ne pouvons pas montrer à public là, et un produit qui n'est pas fini. Deuxièmement, par rapport au modèle d'affaires, nous voyons que c'est des produits qui ont un avenir devant eux. Mais il faut dire que tout finaliste, alors tout le monde qui participe dans le concours gagne un pile dans eux, qui peut-être dans la prochaine édition qui a fini, parce qu'il y a des idées valables, il y a des produits valables. C'est tout simplement que peut-être il y a des petits détails qui te manquent année ça, il n'y a pas de temps fini. Et nous pensons que peut-être dans l'autre édition, il y aura toujours présenté. Donc c'est peut-être ça. Nous avons 8 finalistes, mais nous avons tout aussi bien 20 par rapport à la qualité et produits et idées que nous avons présentés à ça. Madame Jacques, Fondation Sogebank, nous sommes capables de dire c'est le volet, l'aspect social de groupe Sogebank. Est-ce que je dis, avec FinTech Innovatique 2017, nous avons une nécessité pour financer socialement question technologie en Haïti? Est-ce que vous avez une très bonne appropriation de la part de jeunes des TIC en Haïti? Oh oui, et c'est ça qui était vraiment... Là, nous avons lancé le projet en novembre et 2016. Nous avons regardé, les gens ont bien répondu, mais toute interaction que tu as gagnée, vraiment, moi-même, c'était la première expérience que je dit sous volet ça dans le domaine, j'étais vraiment ébloui et ça a renforcé un petit peu conviction nous que il y a une bonne bagaille que jeunes, surtout du point de vue technologique, à réaliser et que pour nous, conviction nous, pour nous essayer d'encadrer le plus possible pour enfin, aider à rester dans le pays. Parce que c'est des valeurs sûres que nous avons tendance perdues. Donc c'est un objectif, non? Souterrain. Donc, un jeune qui fait une bonne appropriation de TICIO, la technologie de l'information et communication, capable d'espérer quand même on leur et Fondation Sogebank qui arrive à travers un concours, bien sûr. Mais oui, à travers un concours. Mais Fondation Sogebank est des jeunes dans pas quel domaine. Nous dans la santé, nous dans l'éducation, nous dans la culture. Nous, mais besoin est énorme, certes, mais depuis quelque temps, vraiment, nous essayons de booster un paquet de jeunes. Un paquet de jeunes, et c'est ça qui fait projet ça. Nous avons vraiment gagné la cœur, et là, nous avons jeunes actifs qui t'a fait avec nous, papier ou plus loin. Et c'est l'initiative Stéphane Bruno, c'est un bagage que nous voulons, qui peut continuer dans le temps. Je dis à nous faire innovatique, mais nous avons des autres bagages que nous allons faire encore. Donc, nous avons continué justement, surtout dans la question technologique avec jeunes. Donc, et Mme Jacques parlait de nécessité de pérenniser l'initiative Stéphane Bruno en perspective qui s'est déjà à l'étude. Bon, on a réfléchi après ça sur la prochaine édition innovatique. Okay. Et innovatique, c'est innovation technologique, etc. Donc, le thème nous dépend ça, c'était FinTech, mais nous n'avons pas besoin de limiter nous à ça. Okay. Donc, nous pouvons réfléchir à la question, est-ce que nous avons été dans FinTech là pendant un petit temps encore? Est-ce que nous avons choisi l'autre thème? Parce qu'on a des technologies appliquées à l'agriculture, à la sécurité, à la santé et à consommation, tout bonnement. Okay. À des problèmes peut-être sociaux, tout ça. Donc, nous pouvons réfléchir. Mais en termes pays, charge à problème et chaque problème ça c'est une opportunité liée. Et chaque problème ça autour et son opportunité pour nous peut-être créer un thème, etc. En réalité, ça n'a pas cherché vraiment, c'est qu'on esprit rassembler, on a cherché. On esprit combit, ok. Nous avons bien aimé que par exemple que des entrepreneurs, des hommes d'affaires après ça, qui a fait appel à nous, côté que dire ok, nous avons un problème dans la santé qui ont peut-être travailler avec nous, pour nous appliquer la technologie pour nous résoudre le problème là. Ok, mais l'idée c'est que quel que soit le problème ça, il vient transformer en business et nous créer un modèle entrepreneurial. Pour retourner à ce que tu as dit tout à l'heure, ce qui est intéressant c'est que il y a un pile
pas qui était fait dans ça, pas le premier concours innovation qui est fait dans le pays. Mais ça n'a surtout essayé pour retourner à la pérennité là, c'est que nous avons un engagement à jeunes. Donc, concours ça, finalité ou bien fois ça, mais c'est une première étape dans le plan côté où construire business et que nous avons justement à travers Innovatique, à travers l'initiative Stéphane Bouillon, continuer à accompagner. Et c'est peut-être ça, par exemple, Papyrus, qui a un projet que les Combit viennent rejoindre nous. Premièrement, Papyrus aide nous financer formation ça, qui mettent dans des situations que nous jouons les mêmes outils que nous jouons dans Silicon Valley. Okay? Mais également, Papyrus a une plateforme que les Combit pour acheter et qui, à travers la plateforme ça, vous pouvez enregistrer, vous pouvez avoir accès à capital, vous pouvez avoir accès à l'information, vous pouvez avoir accès à réseau. Réseau son bail qui est très important parce que il mettait un créateur, un entrepreneur en contact avec des gens qui peuvent aider, etc. Et quand pile de jeunes dire que juste parce que vous participez avec nous dans le concours ça, ok, il y a une opportunité que nous mettons en contact avec l'autre monde. Samedi, nous allons mettre en contact avec le public. Puis, ce n'est pas forcément sans foi, etc. Mais c'est mettre créateur ça face au public. Là, nous avons accès à réseau. Là, nous avons un potentiel investisseur, nous avons un potentiel client. Okay? Et ça, c'est justement la base que nous avons créé. Donc, engagement, nous, pérennité a déjà tout, c'est dans la combinaison de tout bagage. C'est joindre l'autre monde qui vient accompagner nous. Et c'est également renforcer l'écosystème d'un côté que nous mettons créateurs ça en fonction à des réseaux, à des capitales et à information. Et pour finir, on nous vient sur demain, samedi, dans Salle Franck, à l'hôtel Montana, Cipral, clôture, concours là. Qui j'en s'apprête le passé et on nous a une idée de prix que justement gagnant va recevoir. C'est ça, moi je vais dire rapidement qui j'en s'apprête le passé à 2 heures. Toutes finalistes nous appelé avec projet yo. Donc, chaque stand, j'aime dire tout à l'heure, le public là, mettre bien bonne 2 heures pour le poser des questions et puis voter. À 4 heures, finalistes pour le présenter, pour le faire pitch projet devant un grand jury. Et le jury ça pour choisir 3 lauréats. 3 lauréats, ça, nous avons 3 prix. Nous avons le premier prix qui sont prix de $10 000 américains. C'est le prix Conatel. Le deuxième prix qui est de $5 000 américains, c'est le prix Access Haïti. Et le troisième prix de $3 000 américains, c'est le prix Compa Haïti. Mais il y a une particularité. Ce n'est pas des prix que nous avons gagné pour gagner. C'est des prix que nous avons gagné pour développer le business. Okay. Et pour avoir un accompagnement qui suivre. Donc, je ne vais pas camper demain après-midi. Je vais continuer et Papyrus a un accompagnement après que lauréat ait fini prix ça pour permettre de continuer et développer le business. Parce que ça a été vraiment important pour nous, pour après le concours là, pour nous assurer que gagnants quand même continuer sous même voie. Le dernier mot. Bon, on attend le public là en grand nombre samedi, ok, à partir de 2h dans l'hôtel Montana. Et créateurs ça porteurs d'idées de projet ça besoin de support public là. Notamment qu'on y a là vient découvrir toute application ça, vient voir des jeunes qui fait innovation, mais vient voir surtout des jeunes qui justement veulent participer dans le développement pays avec des idées de projet que doit créer pour business par eux. Et si qu'on sont entrepreneurs tout, viens garder ça qu'a fait, etc. Peut-être que qu'on y a là, ou qu'a participer, etc. Ou qu'a ouais ça qu'a fait, et peut-être qu'a participer l'année prochaine, voilà, donc dans le concours ça. Donc un très grand nombre n'attendons samedi 24 et demain à partir de 2h au Hôtel Montana et entrée libre, ok, et nous besoin de support nous tous. Ok, je voudrais remercier les partenaires nous. Conatel, Access Haïti et Compa Haïti. Je voudrais remercier tout pour soutien l'École supérieure d'infotronique d'Haïti, EZI, Chocarilla, Radio Vision 2000, Télémétropole, Le Nouvelliste, Wamba Banco et Riva. Et merci aussi Georges pour accueillir aujourd'hui. Ok. Merci Georges et je salue tout le monde. Et nous demain, entrée libre à partir de 2h, Hôtel Montana. Pour nous venir supporter les jeunes qui font des bagages extraordinaires à travers une série d'applications technologiques extraordinaires. Voilà, vous avez suivi, mesdames, messieurs, la première partie de l'émission, Le Point. On a eu Michael Verge, qui est le président de la TIC, Nadège Jacques de la Fondation Sogebank. Et à la seconde partie de l'émission, l'ancienne conseillère électorale, Ginette Chérubin, sera avec nous. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.
Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre seconde invitée, Ginette Chérubin, du comité d'union et de support aux municipalités, CUSM. Bonjour. Bonjour Georges et bonjour à Radio Métropole et à son auditoire. Un plaisir comme toujours de vous rencontrer. Vous êtes là pour nous parler du CUSM, de son atelier à organiser le 27 juin prochain. Oui, mardi prochain. D'abord, le CUSM, c'est quoi en fait? Bon, on l'avons dit, c'est le comité d'union et de support aux municipalités, mais qu'est-ce que vous faites comme travail? Alors, je dois vous dire que le comité d'union et de support aux municipalités est basé à Pétionville. Nous avons pris naissance en 1996, ce qui fait que depuis 2016, nous sommes à notre 20e année. Et donc, nous commémorons notre 20e année par un ensemble d'activités. Bon, le CUSM est, je pense, déjà assez bien connu, puisque même moi, ce n'est pas la première fois que j'interviens pour parler de cette association, mais son rôle, c'est quoi? D'abord, c'est une fondation constituée de membres de la société civile de Pétionville. Et sa mission, c'est une mission d'observatoire du gouvernement local, ça veut dire des municipalités, comme son nom l'indique. Et en tant qu'observatoire, il exerce également, enfin la Fondation, exerce également un rôle de vigilance citoyenne. Ça veut dire que nous avons surveillé sa municipalité a fait. Même quand le nom dit support aux municipalités, ce n'est pas un support inconditionnel. C'est plutôt un accompagnement qui peut être très critique, dans ce sens qu'on peut appuyer la mairie si la mairie fait quelque chose de positif, qui s'inscrivent dans une vision, et non pas des petites activités par-ci par-là, mais qui s'inscrivent dans une vision bien articulée de développement. On peut, à ce moment-là, carrément appuyer la municipalité. Par contre, si la municipalité dévie de sa mission, ou, à notre avis, passe à côté des attentes de la population et n'arrive pas à satisfaire les besoins, ou s'il y a un laxisme, eh bien à ce moment-là, on peut jouer un rôle de groupe de pression. Donc, le support va dans un sens ou dans un autre, et il peut être soit matériel, soit un appui, par exemple, en fonds, si on en a, soit un appui en compétences. Et c'est surtout, nous autres, un appui en compétences que nous donnons, parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens, nous fonctionnons à partir de nos cotisations, et c'est le bénévolat que nous faisons. Naturellement, pour les activités, souvent nous faisons appel aux sponsors, à des sponsors. Et généralement, les sponsors, ils sont assez timides, surtout ces jours-ci. Mais ils sont assez enthousiastes quand même par rapport au CUSM. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir réaliser un atelier le 24 juin avec l'appui d'un ensemble de sponsors. Le 27 juin. Le 27, mardi 27 juin, merci. Et avec un ensemble de sponsors. 20 ans déjà depuis que le CUSM existe. Est-ce que vous ressentez l'impact de vos appuis, de vos supports aux municipalités? Alors, c'est toujours cette question qui revient. Oui. Est-ce qu'on est efficace ou pas? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça signifie? Je dis que oui. D'abord, on va parler tout à l'heure de la participation citoyenne, mais c'est déjà une action qui s'inscrit dans le cadre de la participation citoyenne. C'est important, parce que les citoyens doivent aussi bouger, donc on va développer ça après. Ce que je voudrais dire comme impact du CUSM, le CUSM est la première association de la société civile, si je ne me trompe, je le dis, il faut toujours parler avec réserve, qui se dédie à un travail concernant la commune, le gouvernement local. Et ça, c'est important, parce que généralement, les associations de la société civile s'occupent un peu de tout et au niveau macro. Nous autres, nous sommes inspirés de l'esprit de la Constitution qui insiste sur la décentralisation et qui veut aussi une approche participative. Parce que si vous regardez bien la Constitution, il suffit d'examiner par exemple les élections indirectes qui vont se faire bientôt. Vous allez voir comment la Constitution veut commencer par la base. Les sections communales, les ASEC, les représentants des ASEC, et d'étape en étape jusqu'au conseil départemental. Donc c'est pour vous dire que la Constitution tient à la participation. Donc la Constitution elle-même, elle prône la participation citoyenne. Dans cet esprit-là, je pense que nous sommes assez novateurs. Parce que nous travaillons d'abord avec les gouvernements locaux et dans le sens que je viens de vous dire. Sauf que nous n'avons pas encore pu atteindre nos objectifs dans le sens qu'on aurait souhaité que le CUSM se multiplie à travers le pays
ou même si ce n'est pas notre organisation qui s'étale sur le pays, mais des expériences identiques, similaires. Plusieurs CISM. Alors justement, j'allais vous poser la question. Vous n'avez pas une représentation nationale? Nous n'avons pas une représentation nationale et ce n'est pas ce qui est important. Ce qu'on voudrait, c'est que le modèle soit reproductible et que le modèle se reproduise ailleurs. Par contre, même quand on n'est pas en réseau sur le territoire national, nous travaillons avec plusieurs autres mairies. Nous sommes basés à Pétionville, mais nous travaillons avec plusieurs autres mairies. Et j'aime citer l'exemple de l'appui que nous avons apporté, par exemple, à Cabaret, après un désastre. Je me promets toujours de situer exactement le nom et la date, quel désastre à ce moment-là, mais quand même, dans une situation post-désastre, on a prêté main forte à la commune de Cabaret. On a travaillé avec la mairie de Jacmel. On a travaillé avec les Palmes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expérience d'intercommunalité regroupant 3 communes. Celle de Miragouane, je crois, celle de Gressier, celle de Petit-Gouave. Et donc, cette région est communément appelée la région des Palmes. Donc, ces communes ont une expérience d'intercommunalité. Je crois que Grand-Gouave est dedans aussi. Donc, on a travaillé avec cette commune-là. Et pour venir au plus proche de nous, après Mathieu, le passage de Mathieu, qui a tellement ravagé le sud, nous prêtons main forte à la commune de Cavaillon. Et nous travaillons avec eux sur un projet macro, je pourrais dire, qui touche plusieurs aspects. Et ce projet s'appelle Cavaillon Debout. Donc voilà, même quand le CISM n'a pas de représentation à travers tout le territoire national, mais voilà ce que nous faisons. Le thème de ce colloque, le colloque du 27 juin, de l'atelier du 27 juin, c'est la participation citoyenne. Vous venez de dire un mot là-dessus, mais on va essayer de voir beaucoup plus en profondeur. C'est quoi la participation citoyenne? Qu'est-ce que cela implique véritablement? Oui. Alors, la participation citoyenne, comme ça se comprend, disons par le concept lui-même, c'est bien sûr une implication des citoyens dans la gestion de la res publica dans le sens large. Mais nous autres, comme je vous dis, nous visons d'abord le gouvernement local. Donc, la participation, elle peut se faire, je vous ai dit aussi, à plusieurs niveaux. On l'a dit tout à l'heure rapidement, c'est peut-être pas la peine que je reprenne. Mais ce qui est important, c'est que non seulement c'est une dynamique qui est d'actualité et qui se présente sous plusieurs formes. J'aime bien citer l'expérience des indignés en Espagne. Et cette expérience des indignés où la population s'est soulevée contre le laxisme et les non-résultats des politiques pour protester, pour dire non, que les choses doivent changer. Mais elle a fait tache d'huile en Europe, on a vu des mouvements en France, un peu partout dans le monde. Et plus près de nous, en République dominicaine, vous savez bien que la société civile a pris la rue pour dénoncer la corruption. Nous espérons entre autres que ça se passera bientôt en Haïti. Parce que, vu l'état de la corruption dans ce pays, il faut bien que nous aussi, on puisse dire non. Mais ce sont donc des formes de participation citoyenne. Et cette participation citoyenne, en général, elle n'a pas un coût. Les gens qui ont pris les rues, on ne les a pas payés pour ça. Ils ont simplement constaté des déficiences et ils ont dit non. Mais il y a un leader à ce moment-là. Le leadership peut être individuel, il peut être aussi collectif. Allons dire que dans le CISM, même s'il y a des leaders, même s'il y a des gens qui ont un leadership plus fort que d'autres, mais nous aurions parlé d'un leadership collectif. Et comment est-ce qu'on peut arriver à constituer un groupe comme ça, agissant bénévolement? Parce que j'insiste beaucoup sur le bénévolat. Et nous ne touchons rien du tout. Au contraire, nous nous impliquons beaucoup, mais comme je vous dis, quand on a une activité assez large, on est quand même obligé de chercher des sponsors. Et ce qui nous tient, c'est d'abord, je pourrais dire, un intérêt collectif identifié. C'est d'abord ça. Parce que quand on dit que les gens se sont soulevés contre la corruption, c'est parce que ce problème de corruption les a préoccupés. Donc nous autres, nous sommes au niveau du gouvernement communal, donc nous sommes mus par la volonté de nous impliquer comme sujet proactif dans le changement social, dans le changement économique, qui puisse permettre d'établir une société où il fait bon vivre, bien sûr, une société harmonieuse et une société où chacun peut être sûr, où on a la garantie que les besoins cruciaux, au moins, sont satisfaits et bien sûr, plus encore. Donc, cet intérêt commun, cette communauté d'intérêts, c'est elle qui relie les gens. Mais qui sont ces gens?
Vous parliez de leadership. Ce n'est pas des gens dont on va frapper la porte pour leur dire, écoutez, venez, on a besoin de vous. Il faut d'abord un engagement citoyen individuel et personnel. Et donc, à partir de cet engagement individuel, on peut se regrouper avec d'autres parce qu'agir seul n'est pas toujours très efficace. Donc, partant de cet engagement individuel, on peut se regrouper avec d'autres pour une action collective. Donc, c'est une manière d'assumer sa citoyenneté sans coût. C'est pourquoi nous disons au CISM, et je répète là le mot de Raymond Noël, qui a écrit un article pour la revue thématique du GRAN, parce que c'est l'une des activités que nous avons fait aussi dans le cadre de nos 20 ans. Et nous avons participé donc à la dernière revue thématique du GRAN, qui est le groupe de recherche et d'action pour une Haïti nouvelle. Et il a évoqué que la participation citoyenne est un levier sans coût, puisqu'on a parlé du bénévolat. Mais par contre, et on va en discuter, en débattre à l'atelier, l'absence de la participation citoyenne a un coût. Okay? Donc, vu l'état de ce pays qui continue sa descente aux enfers avec une rapidité exponentielle, et nous pensons que les politiques, même si ils ont les responsables d'État, les gouvernants, même si ce sont eux qui ont l'obligation de résultat, parce qu'ils sont payés pour faire leur travail, mais nous pensons que la société civile doit aussi s'organiser et donc participer à la reconstruction de ce pays. Aujourd'hui, quel est le niveau de la participation citoyenne, ou encore est-ce qu'il y a absence totale de participation citoyenne? Alors je souris parce que cette question m'a été posée dans un média hier. Comment est la santé de la participation citoyenne en Haïti? Et je pense que les citoyens bougent beaucoup. De temps à autre, on entend une association qui est mise sur pied, c'est-à-dire que ça pousse comme des champignons, je peux dire. Mais en même temps qu'il y a que le nombre d'associations de regroupement de la société civile augmente, on ne sent pas nécessairement leur efficacité, leur poids, et parfois ils font exactement la même chose. Et de toute façon, en gros, je pourrais dire que la société civile est un peu fatiguée, est un peu dépitée par rapport au laxisme des gouvernants, à la corruption qui existe dans le pays. Même quand la société bouge, on sent que c'est plus de la gesticulation, mais qu'il n'y a pas un engagement réel, quoi. C'est juste le sauve-qui-peut, en quelque sorte. Parfois, on a l'impression que les associations se forment juste pour dire qu'ils existent. On ne sent pas qu'ils sont vraiment articulés, on ne comprend pas très bien leur mission. Et donc, pour moi, c'est une expression, c'est une manifestation du manque de réflexion profonde sur les problèmes du pays, de la communauté. Et comme je vous dis aussi, ce qui se relate, c'est que tout le monde s'est dit on est fatigué, parce que ça fait 30 ans qu'on essaie de changer quelque chose dans ce pays par rapport à la dictature et on n'y arrive pas vraiment. Donc, c'est ça, la société civile bouge un peu, mais gesticule plutôt et on ne sent pas vraiment des actions de fond. Et donc, le CISM, je pourrais dire que c'est quand même une référence. J'hésite à dire que c'est un modèle, pour ne pas être trop prétentieux, mais c'est une référence parce qu'elle travaille avec la base. Et peut-être que je ne voulais pas dire au début, on ne travaille pas seulement avec l'espace urbain de la commune. Parce que la commune, le territoire communal, c'est l'espace urbain et l'espace rural. Donc, nous avons réalisé des activités avec les sections communales. Par exemple, la mise en réseau des sections communales de Pétionville, qui a consisté à regrouper les habitants des sections communales à travers des associations de ces sections communales, parce qu'ils travaillaient aussi isolément. Donc là, on a pu réfléchir un peu sur les problèmes, identifier les ressources, y compris le patrimoine, les ressources du patrimoine. Et donc, ceci est important parce qu'il faut connaître le territoire, il faut connaître les problèmes du territoire et on ne peut pas, à partir du CISM et des bureaux du CISM, réfléchir pour tout l'espace communal. Il faut bien qu'il y ait interaction avec les autres, encore formes de participation citoyenne. Et pour le contenu du colloque du 27 juin, vous nous diriez quoi? Comment ça va se passer? L'heure, tout ça? Et le public attendu? Oui. Alors, nous avons bien parlé d'atelier. On a évité l'expression colloque, le concept colloque, parce que, étant donné les contraintes financières, et le fait aussi qu'on veut être très pratique, avoir un travail qui soit vraiment efficace, on a préféré cibler une population. C'est quoi cette population? C'est d'abord les maires.
parce que la Fédération des maires est partie prenante, du moins elle est invitée, elle aura même à faire une présentation. La FENAM. La FENAM, et coiffée bien sûr par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Ce qui me mène à vous dire que le CUSM travaille beaucoup avec l'État central aussi. Même si nous sommes basés dans l'espace communal et qu'avant tout, notre partenaire, notre interlocuteur, c'est la municipalité, mais quand même, nous avons aussi des rapports avec l'État central parce que vous savez que selon la Constitution, il y a des compétences partagées entre l'État central et l'État local et des compétences plus spécifiques des municipalités, compétences municipales. Donc, il y a des sujets, quand vous les touchez, vous devez quand même passer par l'État central. C'est important de dire que nous travaillons aussi avec les institutions de l'État central. Donc, d'abord, une intervention du FENAM qui devra dire son mot sur la participation citoyenne. Parce que, puisqu'il s'agit de nos interlocuteurs, on veut bien savoir ce qu'ils pensent de la participation citoyenne. Et ce sont eux qui auront d'abord la parole. Après, il y aura une intervention de représentants du CUSM qui présente une thématique et qui présente justement ce que c'est que la participation citoyenne. En fait, c'est une manière de vivre sa citoyenneté par un engagement citoyen individuel, mais dans une action collective. Il y aura aussi une intervention sur le coût de la non-participation citoyenne. Comme je vous dis, Haïti ne peut pas faire l'économie de la participation citoyenne. Et si Haïti se prive de participation citoyenne, je pense que la tâche des gouvernants même sera encore plus compliquée. Puis on va passer, il y aura un dernier intervenant qui va faire une communication introduisant d'ailleurs la deuxième partie du colloque. Cette communication, c'est déjà un modèle de participation citoyenne. Donc c'est le cas du parc de Martissan, dont vous avez entendu parler ou que vous connaissez. C'est un très bel exemple de participation citoyenne. Ce sera donc la 4e intervention. Et après, on aura des retours d'expérience, des témoignages de groupes qui auront déjà fait l'expérience d'une participation citoyenne et qui devront témoigner de cette participation. Et tout ça va culminer vers quoi Va culminer vers un document. Un document, voilà. Un document, plusieurs supports, le support écrit bien sûr, le support audiovisuel aussi, parce que nous comptons diffuser à travers les réseaux sociaux le travail qui sera fait. Et nous pensons même répliquer l'expérience dans d'autres communes du pays. Donc d'ailleurs, c'est ce que je fais généralement le CUSM. Le CUSM ne garde jamais ses travaux pour lui-même. Nous avons un très grand colloque en 2004 et nous avons distribué largement les actes de ce colloque. Nous avons récemment réalisé des débats sur l'expansion démographique de Pétionville, l'explosion démographique de Pétionville, surtout après le séisme. Et nous avons aussi diffusé ces résultats-là, notamment à la mairie et au ministère de l'Intérieur et à différentes mairies. On a parlé du travail que nous faisons avec Cavaillon, et qui sera aussi diffusé. Mais je veux surtout dire que le CUSM, nous le considérons comme un espace public, dans le sens que c'est un espace de grands forums, de grands échanges. Et le CUSM a comme joué un rôle de cénacle après le tremblement de terre. Donc qu'il s'agisse des interventions académiques comme de l'ingénieur Poult, comme de Miyamoto, etc., ils sont tous passés par le CUSM. Donc le CUSM, c'est un véritable espace de débat. Et comme je vous dis, nos travaux ont été diffusés. Et si vous permettez que je donne un dernier exemple de ce qu'a fait le CUSM, nous avons représenté le secteur académique, académique universitaire et la société civile dans une expérience faite par le ministère du Plan et le PNUD, Ville Nouvléa, où c'était une réflexion sur les villes, en particulier sur Port-au-Prince. Et là, le CUSM a représenté, c'est beaucoup dire, le secteur académique et la société civile. C'est pour vous dire que nous avons quand même fait nos preuves si on a pu nous choisir pour représenter ces secteurs-là. Alors, on va mettre un terme à l'émission, mais quel est le message final que vous souhaiteriez lancer pour cet atelier du 27 juin? Le message que je voudrais lancer au nom du CUSM n'est pas nécessairement pour l'atelier, puisque je vous dis que le public est bien ciblé. C'est un message aux citoyens. Le public, c'est les maires, à travers la FENAM, les maires, et d'autres organisations. Des organisations de la société civile qui aussi sont sensibles à la notion de participation citoyenne ou qui ont déjà fait une expérience de participation citoyenne et quelques partenaires individuels du CUSM. Et puis la presse.
Ah oui, la presse sera bien sûr invitée, vous êtes d'emblée invité. Et non, mais je voulais dire que le message, ce n'est pas une invitation à cet atelier, c'est plutôt une invitation aux citoyens de prendre leurs responsabilités, de comprendre que même si nous sommes dans une démocratie participative, tout ne peut être livré aux politiques et aux gouvernants. D'autant plus que nous savons bien que nous n'avons pas les résultats escomptés. D'autant plus que nous savons bien qu'il y a plusieurs gouvernants qui n'ont même pas une conscience citoyenne, qui n'ont même pas un sens de responsabilité. Nous savons aussi que la corruption est grande chez nous. Donc nous devons être tous vigilants. Le CISM est un observatoire au niveau de l'espace communal, mais vous autres, vous devez aussi exercer la vigilance partout dans le pays. Mais nous vous invitons surtout au niveau de l'espace communal parce que c'est de là que doit partir tout effort de développement et toute construction durable. Corrigez-moi si je me trompe. Quand nous parlons de participation citoyenne, nous parlons en quelque sorte de civisme aussi, non? Ah bien sûr. C'est un des volets quand même. C'est un volet du civisme parce que quand on parle d'engagement citoyen, il faut quand même avoir un sens civique. Vous allez toucher ce point-là en tant que citoyen. Ceci va intégrer les différentes interventions parce qu'on ne peut parler de participation citoyenne sans le sens du civisme, sans le sens de don de soi-même pour le pays. On n'a pas besoin de se faire crucifier, mais déjà s'impliquer, apporter ce qu'on peut, la compétence ou d'autres moyens, c'est déjà participer à la construction du pays. Et c'est ce qui est important. Ce n'est pas le nombre d'associations qui compte, comme je vous disais. Ce n'est pas la gesticulation qui compte. Ce n'est pas les palabres qui comptent. C'est surtout vraiment avoir des objectifs bien ciblés, se fixer une mission claire et se donner les moyens pour le faire. Donc, encore une fois, participation citoyenne s'impose dans ce pays, dans notre pays. On a omis de dire aux gens le lieu où cela va se passer. Bon, étant donné que c'est un public ciblé, mais de toute façon, c'est au Mondana. Ok, d'accord. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre second invité à cette émission, c'était Ginette Chérubin, qui est architecte de formation et responsable du comité d'union et des membres. Parce que quand même, nous avons un noyau dur d'environ 10 personnes et le CISM est plus large aussi, de 500 000 personnes. Mais je suis simplement membre du CISM. J'ai été directrice exécutive à un certain moment, mais là, je suis simplement membre du CISM. Merci, Madame Chérubin. Merci. Restez branchés sur Métropole pour la suite de la programmation. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.